Alright, salut tout le monde, bienvenue au MVP Performance Podcast pour un autre épisode avec nul autre que moi-même et Bam. Sur l'épisode aujourd'hui, en fait, on va parler vraiment de tout ce qui est recovery, les recovery tools, les trucs pour améliorer ton recovery pour les joueurs de foot, pour les athlètes. On est à la fin de l'été, c'est quelque chose qui est vraiment important à ce moment-ci de l'année. S'assurer d'arriver le plus en forme possible à ton training camp, minimiser les risques de blessures. Puis pendant le training camp, c'est probablement quelque chose que tu vas vouloir t'assurer de dial in. On voulait juste prendre un épisode rapide aujourd'hui pour vous donner les qu'est-ce qui marche pas, avec quoi investir ton temps, puis dans quoi ne pas perdre ton temps aujourd'hui. Bam, je te laisse commencer peut-être nous parler de pourquoi le recovery first, c'est aussi important, puis on parle tout le temps autant de recovery et tout ça. Mais first, je veux qu'on parle de quelque chose. Les massages guns. Les fameux Oh, massages guns. en partant. En partant direct. Direct, on l'adresse direct. Parce que là, quand on parle de Active Recovery, tout le monde pense au fameux massage gun. Puis je me souviens encore de l'époque où est-ce qu'un massage gun, c'était une scie sauteuse, OK? Je n'avais fait Avec une. le coupe coupé, Ouais. avec des genres de lacrosse ball accrochés au bout. Puis le monde, il se masse avec ça, puis il se smash les quads avec ça. Ouais, Puis je l'ai encore, retrouvé puis récemment. maintenant. Je l'avais, en Ouais. fait, quand on était à l'Uni, là, je me souviens, il y avait du monde qui avait commencé à voir ça. Ça a vraiment émerge là, autour de, je sais pas moi, 2016, 2017 peut-être. Ça a émerge, puis là, on avait ça dans les gyms, puis il était loud au début. Là. Les gars rentraient Ah dans le ouais. gym, puis faisaient du massage gun, puis c'est comme t'entendais plus la musique dans le gym. Là. C'était fucking gossant. Là. Une chance que ça Ah allait ouais. évoluer du moins. Puis c'était cher. Je me souviens plus c'était combien, mais ça devait être comme 200-300$. Puis man, ça fitait pas dans mon budget d'étudiant athlète. Fait que j'étais Non. allé acheter une scie sauteuse usagée que j'avais trouvée genre sur Kijiji. J'avais fait un trou dans une balle de golf. J'avais collé la balle de golf dans le bout, en tout cas, peu importe. Puis là, je faisais ça, puis next thing you know, la lame, elle pétait, tu sais. Puis là, c'est comme, fuck! Puis là, ça marche plus, puis en tout cas, ça a pas, mon expérience n'a pas toffé longtemps, là. Mais, Ouais, ouais, je en me tout cas, souviens, il y avait des gars là, au gym où est-ce que je travaillais à l'époque qui avaient leur massage gun homemade, un peu comme le tien. ouais. Mais c'était des scies sauteuses qu'il fallait que tu plugues. Fait que là, il fallait qu'ils spotent Mhm. dans, dans le gym où est-ce que la plug de courant était. Là, il y avait leur fil, tiraient le fil. Fait que là, si la seule plug était poignée derrière le squat rack, ben, il était tout poigné derrière le squat rack, man. Puis il tenait, man, il tenait, man. Puis il voulait ce massage gun dans le coin. Hein. Ouais, Euh, ok. Fait So, que, pourquoi, à est-ce que, base, là, pourquoi ça existe un massage gun? T'sais, de où ça a été créé, puis c'est quoi le raisonnement derrière l'utilisation du massage gun? écoute, c'est une bonne question. Je pense que ça vient de l'idée d'amener les bénéfices d'un bon massothérapeute dans un tool, dans un gadget, dans un outil que tu peux utiliser à tous les jours, que tu peux utiliser chez vous. Parce que c'est vrai Mhm. que, honnêtement, un bon massage, une bonne session de massothérapie faite par un bon professionnel va être efficace pour le recovery. Peut-être pas Absolument. par les mécanismes que les gens assument aujourd'hui au début du podcast. Pas nécessairement parce que tu vas venir de faire des fameux nœuds ou whatever, pas nécessairement parce que tu vas venir réaligner tes fibres musculaires. Okay? Ça va peut-être jouer sur d'autres mécanismes plus en lien avec la relaxation, par exemple. Mhm. Mais bref, moi je pense qu'il y en a un qui a eu l'idée de génie de se dire hey, pas payer pour un masso, m'avoir mon gun à massage à la maison, puis fuck off, je ne paierai pas des sessions de masso, puis je vais avoir les mêmes bénéfices. Et honnêtement, je pense que c'est surtout un méga gros coup de marketing qui est arrivé. Il y a une Mhm. compagnie à quelque part où il y a un gars à quelque part qui s'est dit hey man, ça, les gens aiment ça. Quand ils l'utilisent, ça feel good. Puis c'est vrai que ça feel good. Quand j'utilise un massage gun pour le fun, ça feel good, puis j'aime ça. Ils se sont dit il y a une opportunité de faire du cash. Il y a une opportunité Mhm. d'amener ça, de le brander, de mettre ça cute, euh, puis de le Diriger ça vendre vers une online, puis ça clientèle va pogner, man. spécifique. Ouais, diriger ça vers une clientèle spécifique qui, eux, voient un besoin, ils vont nous croire, qu'on va leur dire, on va endosser des athlètes qui vont dire que ça marche, ça les fait sentir bien, des athlètes Mhm. qui performent bien. Puis à un moment donné, man, je veux dire, il y a beaucoup d'argent qui a dû se faire dans l'industrie des message guns dans les dernières années. Là. Ah, puis encore aujourd'hui, man, encore aujourd'hui. L'autre jour, quand j'ai pris l'avion pour aller en Espagne, on avait comme un gros layover à l'aéroport de Toronto. Fait que, qu'est-ce que tu fais?
s'amuse, là, tu te promènes dans les petites boutiques, tu vas voir les magasins de linge, là, t'es comme, bon, ok, j'ai tué 1 heure, il m'en reste 9 à attendre à l'aéroport, que je vais faire? Ils vendent des massages guns partout, là. Ah Il y ouais. en avait un dans un magasin de linge, par rapport, là, ou d'une marque que je connais pas, même, au comptoir, massage gun, direct. Un peu plus tard, un peu plus loin dans l'aéroport. Il y a un stand avec plein d'outils d'automassage. Puis ça, là, ça c'était un stand de massothérapie. Fait qu'il y a du monde qui pouvait payer comme 150$ pour avoir un massage de 15 minutes dans une chaise. Puis en plus, ils vendaient les massages. So, sans aucun doute qu'il y a un méga affaire de marketing là-dessus. Ben oui. Mais bon. Man, tu seras pas fier de moi, mais j'ai acheté un message gun cette année. Je te jure, non, faut que je sois honnête, ok? Autant que je veux bâcher les message guns, quand je vais chez Costco, moi, il y a comme une switch qui se fait que comme tu peux me vendre n'importe quoi chez Costco. Si c'est chez Costco, c'est un deal, puis tu peux me vendre absolument n'importe quoi. Puis j'étais avec ma blonde au Costco, puis on voit les messages guns, puis là, il y avait un gros rabais, genre 40$ de rabais. Puis là, on est comme... On sait tous les deux que ça marche pas, mais que ça feel good. Fait qu'on s'est dit, hey, on l'achète-tu à deux? Parce que moi, j'ai dit, moi, je mettrais pas 100$ là-dessus. Elle a dit, moi non plus. J'ai dit 50, je vais le faire. Fait qu'on a mis 50$ chaque, on a acheté un message gun. Puis je te jure, ça doit faire comme 3-4 mois de ça. Je l'ai utilisé. Je peux compter sur une main le nombre de fois que je l'ai utilisé finalement. T'sais, je le prends parce que c'est comme, hey, un soir, on est devant la télé. Mettons, je m'installe devant la télé ou il y a un soir où je suis comme, on est vraiment en mode relax. Puis là, on le fait. Mais finalement, c'est comme, honnêtement, j'aurais vraiment pu faire quelque chose de mieux avec mon 50$. Là. Mais, en tout cas, tout ça pour dire que je suis... 10$ de l'achat. Ouais, c'est ça. Il va falloir que je me rentabilise mieux que ça parce que, tu sais, ça fait du bien. Tu sais, la réalité, c'est que ça fait du bien des fois, surtout quand je commençais à courir puis tout ça. Ça me faisait du bien sur les tibias puis tout ça. Genre, ça, c'est comme, ça me faisait du bien quand j'étais juste défoncé puis j'avais super mal. Mais j'étais très conscient que c'est pas ce qui améliorait ma récupération puis qui allait me permettre de lift plus ou de courir plus le lendemain. Là. Bon. Anyways, confession. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec un massage gun, puis qu'est-ce qu'un massage gun ne peut pas faire? Commencer par qu'est-ce qu'un massage gun ne peut pas faire. Ça peut pas te reproduire l'expérience que tu as si tu vas au massothérapeute. OK? Non. Tu vas au masso, tu arrives dans une place, tu n'as pas à réfléchir, tu te couches sur une table, man, tu relaxes, il y a des petites huiles, des petits encens qui font en sorte que tu te sens bien, puis il y a quelqu'un qui s'occupe de tout. Ouais. Et so, tu peux pas faire ça avec un massage gun, man. Faut que tu sois actif avec ton massage gun. Tu essaies de rentrer dans ton quad, par exemple. Il faut que tu pousses sur l'engin, puis il faut que tu forces fort pour te masser toi-même. Fait que l'aspect relaxation, massothérapeute versus massage gun est vraiment différent. Et tu peux pas reproduire cette expérience-là. Mm-hmm. Est-ce que tu peux reproduire, par contre, les effets mécaniques ou manuels du massothérapeute? Peut-être à petite échelle. Peut-être. Mais l'histoire avec le masso, c'est que lui va être capable d'aller chercher précis avec ses mains des fibres musculaires, va être capable d'aller faire des frictions croisées, des frictions parallèles sur tes fibres. Il va prendre le temps de trouver les petits spots qui ont besoin d'attention, puis il va y aller avec la bonne pression aussi. Parce que c'est pas nécessairement parce que tu vas plus fort avec ton massage gun sur un nœud que ça va être plus efficace. Peut-être que tu as l'impression que ça fonctionne bien parce que tu te sens bien après, parce que tu enlèves le massage gun et tu es comme ouf, enfin c'est fini, je t'ai tanné, je suis en train de faire du steak haché avec mon quad. Et ça feel good. Mais c'est pas parce que ça feel good que ça va défaire des adhésions. C'est pas parce que ça feel good que ça va défaire les nœuds musculaires, comme on aime les dire. C'est pas parce que tu smashes ton muscle avec une scie sauteuse avec une balle de golf au bout que ta fibre musculaire va relaxer. Le masso est pas mal. Un bon masso va être capable d'aider à défaire des fibres musculaires qui sont trop tendues. Mm-hmm. Ça, c'est ce qu'on appelle les fameux nœuds. C'est une fibre musculaire qui est comme surcontractée puis qui a de la difficulté à relaxer, à relâcher. Mais de juste mash à fond avec un massage gun, moins efficace. Moins efficace. Mais c'est vrai que ça feel good. C'est vrai que ça feel good. Et juste parce que ça feel good, ça peut avoir un effet sur la récupération. Parce que tu vas avoir un effet de détente. Tu vas stimuler ton système parasympathique. Exact. Je pense qu'on a parlé d'une couple d'affaires. Ouais. Je pense qu'il y a un intérêt quand même. Tu sais, quelqu'un qui... Je pense pas que ce soit une priorité, mais je pense quand même qu'il y a un intérêt de
tout ce qui est l'automassage. Tu sais, ces temps-ci, là, un petit peu moins, mais j'écoutais beaucoup les trucs de Mark Bell avec Simon Yang que je t'avais parlé, puis eux sont très, très fervents de l'automassage, que ce soit avec des balles, avec des barres, le dessous des pieds avec une balle. Tu sais, moi, c'est quelque chose que j'ai pick-up récemment. Puis j'en parlais avec Max, justement. Tu sais, juste d'avoir une balle sur ton bureau puis de te rouler le dessous du pied. Tu sais, c'est pas nécessairement mauvais, ça te fait bouger plus, ça augmente un peu ton neat. Tu sais, puis c'est niaiseux, mais là, on se parle, puis d'avoir la balle, ça me fait bouger un petit peu plus. C'est des choses qui sont quand même bien. Puis je pense qu'il y a des bénéfices d'un point de vue, tout ce qui est myofascial, peut-être, peu importe, de venir release. Tu sais, je pense qu'il y a des bénéfices de le faire. Honnêtement, je pense qu'il y en a, mais je pense que c'est overrated aussi. Ah, vraiment, vraiment overrated. Puis si les bénéfices sont durs à démontrer, sont durs à prouver, c'est vraiment pas solide en termes d'effet. So, pour moi, en termes de recovery tool, c'est plus dans le bas de la liste. C'est vraiment plus dans le bas de la liste. Aller release une petite partie, un point précis, je pense que tu peux utiliser une lacrosse ball pour simuler un espèce d'effet de active release. Mm-hmm. Pour que ça, mais je veux dire, c'est pas nécessairement ça qui va t'aider à recover. Ça peut t'aider à aller mobiliser certaines Ouais. articulations en allant pinpoint un certain muscle que tu sais qui a peut-être besoin de Un relâcher un petit peu peu de à love. court terme, Ouais. mais l'effet sera pas si gros que ça, si Ouais. fort que ça. Parce que So, yep, vas-y donc. réellement, réellement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le recovery, de manière générale, se passe pas tant au niveau musculaire. Tu sais, la partie où c'est importante, puis je pense que c'est là où moi je veux peut-être diriger notre conversation, c'est que recovery se passe pas tant au niveau musculaire. Si tu veux recover, il faut que ça se passe d'un point de vue beaucoup plus central, d'un point de vue beaucoup plus à travers ton corps, ton système nerveux, la gestion du stress et ainsi de suite, que musculairement précisément. Tu sais, on en parle souvent ou on entend souvent parler. Par exemple, dans un training d'hypertrophie ou dans un training en salle, tes muscles vont récupérer bien plus vite que ton système nerveux. Tu sais, fait que ce qui va ralentir ton recovery, c'est pas nécessairement ta récupération musculaire, c'est ta récupération centrale. Fait que qu'est-ce que tu vas faire, comme tu parlais du massage, ben, ce qui va accélérer ton recovery, ce qui est, si on veut, le first step pour s'assurer que tu récupères, c'est de relaxer bien plus que de détendre le muscle. Puis c'est ça l'aspect important du recovery. Puis après ça, ben, si on veut parler d'améliorer le recovery, ceux qui nous suivent depuis un bout le savent, c'est réellement qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour relaxer plus, être moins stressé, puis d'avoir cet effet-là qui est plus à travers le corps que dans un muscle précisément. Tu sais, je raquais du chest, c'est pas de me rouler le chest avec une balle de lacrosse jusqu'à ce que ça fasse mal puis mettre de la glace après. Comme, that's not recovery, tu sais. Fait que... Ça feel good, ben mais oui, tu ça fait good. récupères pas. Parce Tu que récupères c'est pas. juste, c'est analgésique. Tu sais, autant la balle ou le trigger point ou le foam roller, à some point, il y a des compressions qui sont nerveuses, right? Puis que ça vient, tu sais, il y a un effet un peu analgésique qui fait que t'as moins mal, right? Comme la glace, c'est un anti-inflammatoire vraiment direct, mais qui fait que ça fait moins mal que tu sens mieux. T'es comme, hey man, j'étais stiff, je suis plus stiff. Mais non, c'est pas que t'es plus stiff, c'est que tu sens rien. T'es Anyways. complètement gelé, tu sens plus ton pec, là. Non, exact. Il est pas mieux, là. Tu le sens juste plus, là. C'est pas. Exact. C'est quoi, là? Tu mets de la glace 5 minutes, puis 5 minutes plus tard, ton pec va mieux recover parce que tu le sens Ben mieux. non. Ben non, exact. Sorry, folks. Puis après Ça ça, marche pas comme ça. exact. Puis si tu veux améliorer ton bench, ce que ça te prend, c'est pas que ton chest puis tes triceps récupèrent mieux, c'est que ton système nerveux récupère mieux qui va te permettre de progresser à tes futurs trainings puis d'aller chercher les adaptations des trainings que tu viens de faire. Fait que je me dirigerais peut-être, là, je pense qu'on a donné la shot au message gun, je me dirigerais peut-être sur, quand on parle tout le temps de la balance entre le work et le recovery. Tu sais, comme quoi, ça, c'est la chose qui est importante de comme, plus tu work, plus faut que tu recover. Puis souvent, l'erreur que moi j'avais faite, par exemple, c'est que tu work, puis le recovery, à un moment donné, tu as des ressources qui sont limitées, puis là, tu as un débalancement, puis c'est là où tu récupères pas assez, puis si tu récupères pas assez, tu performeras pas assez. Yeah, ce que j'aime dire aux athlètes que je coach, c'est que tes gains, tu les fais pas quand tu trains. Tu les fais pas quand tu es à l'entraînement, quand tu lifts ou quand tu sprints. Tes gains, tu les fais quand tu récupères de ton entraînement. C'est un speech qu'il faut que je fasse souvent aux gars que je coach.
OK? Parce qu'on est vraiment à une époque qui pousse la culture du bigger, faster, stronger. Yes, sir. Hard work. Ben oui. Outwork ta compétition. De se lever à 4 heures du matin pour aller lancer des balles pour développer tes skills puis Ça, prendre c'est un smart. edge sur ta compétition. Ça, c'est smart. So smart, right? Yeah, OK, Ouais. not so much. Fait que, ce que j'aime dire, c'est tes gains, tu les fais quand tu récupères de ton training. Mais si tu en fais trop au niveau de ton training, si tu te lèves à 4 heures du matin pour aller train, si ton sommeil prend une shot parce que tu prends trop de temps pour ton entraînement, puis tu es rendu à 10 sessions par semaine, comme tu dis, tu en accumules tellement du côté work, du work-recovery balance, que le côté recovery n'est pas capable de balancer, de faire le retour du balancier. Tu peux pas le matcher. Non, tu peux pas le matcher. Puis c'est quand c'est matché que là, tu commences à avoir une récupération optimale. Puis honnêtement, si tu es capable de surbalancer du côté du recovery, là, on est vraiment dans un good spot. Okay? Oh yeah. Puis pour la plupart du monde, là je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent et sont comme « Oh, OK, smart. Fait que moi, je vais faire plus d'active recovery. Non! Je vais faire plus de trucs. T'as pas compris. Pousser encore plus côté recovery de la balance. T'as rien compris. Plus de massage gun. Non. C'est pas ça, guys. Qu'on essaye de vous dire, c'est que l'étape numéro 1, c'est essayer de balancer tout ça en mettant le bon workload. Ouais, Pour 100%. du monde, ça va être d'enlever du workload, d'enlever du stress, qui va permettre d'avoir une belle balance avec ta récupération. Puis là, tu vas être dans un spot que tu vas progresser. Et puis, même, des exemples là, qui, dans le coaching qu'on fait, de ce processus-là d'enlever du work, d'enlever du stress, d'enlever des trainings pour avoir plus de résultats. Il y en a un paquet. Là. Ben, je le vis en ce moment. Mon exemple. Ouais, vas-y. Tu le vis en ce moment, je l'ai vécu. Projet Has-Been que j'ai fait là, l'été passé. Au début, j'étais à 3 high intensity sessions par semaine. Puis à un moment donné, durant l'été, je me rendais compte que la qualité overall de mes trainings était pas top. Okay? C'était bon, mais je sentais que je pouvais aller en chercher plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tombé à 2 high intensity training par semaine. Je sprintais 2 fois par semaine seulement. Puis c'est là que mes gains ont commencé à vraiment exploser. C'est là que j'ai commencé à mieux récupérer, je le présume. C'est là que mes temps au 40-yard dash ont commencé à descendre. C'est là que j'ai été le plus vite possible. Que j'ai jamais été, en fait. Fait que j'avais 2 sprint training par semaine. J'avais 2 sessions où est-ce que j'allais faire une activation. Et j'allais faire de la mobilité. J'allais travailler des petites choses pour m'assurer de rester en santé, si on veut. Rester le plus athlétique possible, mais rien qui avec des charges lourdes. Rien d'exigeant. Fait que j'étais à 2 trainings par semaine. 2 trainings par semaine. C'est fou. Jamais dans ma vie j'ai fait ça. Mais still, c'est là que j'ai été le plus vite de ma vie. Mais, ce qu'il faut pas oublier par contre, puis ça c'est important à expliquer, c'est que la qualité de ces entraînements-là devait être super élevée. Le intent devait être super élevé, puis tout ça, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 2 types d'athlètes. Puis toi, puis moi, on était dans le type d'athlète qui voulait travailler plus. Puis probablement que ça avait un impact sur la qualité du work qu'on mettait à some point, sans même s'en rendre compte, même si on poussait au max. Mais il y a aussi les athlètes, c'est plate, mais il y a aussi des athlètes qui sont pas comme toi puis moi, puis they go through the motions. Puis si tu vas, if you just go through the motions, à 2 trainings par semaine, mais tu n'auras pas nécessairement de résultats. Fait que si tu veux bénéficier d'en faire moins, il faut que tu sois capable d'avoir une intention qui est plus élevée puis un effort qui est beaucoup plus élevé. Puis c'est vrai dans tous les domaines. À la limite, c'est rendu qu'on le voit même dans le monde du bodybuilding. Avant, on le voyait pas dans le monde du bodybuilding, puis là, on commence à le voir jusque dans le monde du bodybuilding de ceux qui s'entraînent moins, mais avec vraiment plus d'efforts. Puis après ça, ce volume-là qui est plus bas, le volume systémique qui est plus bas, te permet vraiment de mieux récupérer et d'avoir plus de gains. Mais tu disais que tu le vivais en ce moment, ouais, c'est la première fois. C'est la première fois de ma vie, à part in season. Puis écoute, je pensais à ça cette semaine, ça fait comme la moitié de ma vie que je m'entraîne. Là. Finalement, comme j'ai commencé à m'entraîner, j'avais 13 ou 14, j'étais à 28, ça fait la moitié de ma vie que je m'entraîne de manière quand même constante. Tu sais,
mis à part quelques in-season où j'ai été moins assidu au secondaire, par exemple, là, c'est comme, j'étais relatif, c'est fou. Puis là, je me suis dit, j'ai juste l'air de ça, man, puis ça fait la moitié de ma vie, je m'entraîne, c'est malade. Mais c'est pas comme ça qu'ils font Désolé, Marc. Ouais, Tu pourras pas. c'est pas comme ça qu'ils font à juger, mais j'ai toujours été quelqu'un qui s'est dit, moi, plus de volume, ça me fait bien, j'aime ça m'entraîner plus, je performe mieux avec plus de volume, c'est ça qui me permet de mieux, puis j'aime m'entraîner. Tu sais, l'autre chose, c'est que j'aime ça être dans le gym. Tu me donnes la possibilité de passer 1 heure et quart dans le gym, 7 jours sur 7, je le ferais parce que j'aimerais ça. Tu sais, pour moi, le défi, c'est quasiment plus de pas y aller puis de prioriser autre chose. Puis, pendant un bout, je m'entraînais 6 fois semaine, puis à un moment donné, j'ai eu un coach qui m'a fait pullback. Puis, à 5 fois, ça allait mieux qu'à 6 finalement d'un point de vue résultat. Puis pour cet été, j'ai décidé que je voulais passer plus de temps dehors, puis je voulais me donner des défis différents. Fait que je n'ai parlé sur un épisode précédent du podcast, j'ai commencé à courir un petit peu. Fait que c'est pas une énorme intensité, mais j'ai commencé à courir un peu. Quand il fait beau, je fais un petit peu de vélo, mais dans le gym, je suis là 3 fois par semaine. Puis en ce moment, là, depuis les 5 ou 6 dernières semaines, chaque mouvement que je fais dans le gym, je fais 2 séries. Je fais à part le squat. Le squat, c'est le seul mouvement où j'ai un 5x5. Puis sur le 5x5, j'ai une vraie série, genre vraiment tough. Puis après ça, mon volume, c'est 2 séries par mouvement. J'ai 2 séries de chest par semaine. J'ai 2 séries de chin-up par semaine. J'ai 2 séries de you name it, là, comme de back extension par semaine. Puis, you know what, finalement, j'arrive à vraiment bien progresser. D'un point de vue body comp, à la base, ce que je pensais, c'est que moi, quand j'en faisais plus, ça me permettait de manger plus, d'avoir un meilleur body comp. Next thing you know, j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, je recomp, ce que je pensais pas pouvoir faire à mon poids actuel. Ce qui est quand même hot, honnêtement, d'être capable de recomp. Je pensais pas que je pourrais le faire. Puis je me sens bien. Puis je track mon sommeil, je track mon HRV, je track mon resting heart rate. Faudrait que je te montre les stats en ce moment, c'est malade. Comme mon resting heart rate, il est comme en moyenne, pas en moyenne, je veux pas dire en moyenne, là, ma moyenne est redescendue à 39, ce qui est comme mon plus bas, mais j'ai plusieurs fois où mon resting heart rate pendant la nuit descend à 36. Nice. C'est quasiment freaky low, tu sais, puis mon HRV est vraiment plus élevé, fait que d'un point de vue recovery, quand on parle systémique de mon corps et ainsi de suite, it's better than ever. Fait que tu sais, probablement qu'à l'automne, je vais recommencer à lift plus, parce que je vais faire moins de vélo, je vais moins courir et ainsi de suite. Mais probablement que ce que je vais viser, c'est une approche où le volume va être vraiment minimisé. Tu sais, je pense que il y a d'autres choses aussi dans ce que tu fais en ce moment qui est intéressant. C'est que ton volume d'activité aérobie est vraiment plus gros qu'il n'a jamais été, je pense. Depuis que je te connais, en fait, il n'a jamais été aussi gros. Là, tu cours plus. C'est l'été, tu as commencé à faire du bike, je pense, depuis qu'on a arrêté de jouer au foot, mais là, j'en fais la plus. Course, c'est nouveau. Là, tu fais plus de bike. Ouais. L'activité aérobie, justement, c'est un de nos tools les plus efficaces pour recover. Vas-y. C'est un de nos tools les plus efficaces pour recover parce que ça va augmenter ton blood flow, ça va stimuler ton système aérobie, ça va augmenter l'oxygène. Tes muscles. Tough word. We're good, on a compris. Ça va aider à flusher les métabolites sans créer nécessairement un stress supplémentaire. Dépendamment de l'intensité de l'activité aérobie, évidemment. Ouais. Mais mettons, tu vas juste faire une petite run de bike, puis tu gardes ça vraiment lay back, tu vas là avec ta blonde, t'es sa piste cyclable, tu regardes les arbres, tu roules pour rouler, puis tu te défonces pas, puis du moment que tu sens que tu pompes des jambes, t'es comme « Hey chérie, on peut-tu ralentir? » Ça ne créera pas de stress supplémentaire, mais va activer ton blood flow. Et le blood flow est un des leviers qu'on peut tirer même à fond pour accélérer ton recovery, surtout au point de vue musculaire. Ouais, 100%. Il y a ça. Puis aussi, tu as un gain cardiovasculaire, même si tu ne vas pas jouer dans des zones d'intensité énormes. Okay? Non, ça a un gros impact. Yeah, ça a quand même un gros impact. Puis le gros avantage, c'est que tu peux stacker du volume jusqu'à un certain point, mais tu peux stacker du volume à basse intensité. C'est pas dur à recover de ça. Je pense aussi que ton système aérobie est plus robuste que jamais. Et c'est 100%. Un gros facteur qui aide à la récupération des athlètes. Ouais. C'est la pire affaire que tu peux faire en tant que joueur de foot, c'est être un meathead qui va au gym tout le temps, qui sprint un peu, jamais de cardio, jamais de base aérobie, rien. Fait comme peut-être que t'es fort, peut-être que t'es puissant, mais t'as zéro conditioning ou même
sans parler de conditioning, de base aérobie, t'es zéro comme en forme en tant que tel. Ouais. Même si t'es gros, t'es musclé, t'es cut. Ça va ralentir ton recovery, c'est clair. Ben oui, puis ça, c'est quelque chose qu'on a commencé à entendre parler dans notre dernière année à l'Uni. Je me souviens, là, on commençait à parler de faire un petit peu de zone 2 cardio sur le bike pour développer notre base aérobique. Puis man, I wish I knew before, tu sais. J'arrive d'un background où est-ce que mes mentors pis tout ça, moi, ce que j'apprenais, c'est que le cardio, c'était catabolique puis ça te rendait skinny fat. Tu sais, c'est comme... C'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne, OK? Non, c'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne, puis j'aurais voulu le savoir avant. Tu sais, réellement, il y a ça. Après ça, c'est de comprendre que d'améliorer ta base aérobique de cette façon-là, de zone 2, là, ça peut juste être bon pour toi, pour ta santé en général, là, pour la santé de ton cœur, ta santé cardiovasculaire, pour ta pression, pour tout, c'est excellent. Probablement que ça a un impact sur mon resting heart rate qui est beaucoup plus bas maintenant. Peut-être parce que mon cœur est juste plus efficace à pomper plus de blood à chacun des battements, right? Fait que ce qui est vraiment pas une mauvaise chose. Puis l'autre chose, c'est que ça, c'est quelque chose qui a été quand même bien prouvé récemment. D'avoir une meilleure base aérobie va te permettre de mieux récupérer d'un entraînement à l'autre, mais aussi dans un entraînement en salle ou dans un entraînement sur le field, d'une série à l'autre, tu vas mieux récupérer si ta base aérobie est meilleure. Puis ça, c'est un vraiment gros game changer que j'aurais aimé savoir avant. Ça peut changer bien des choses dans tes performances. Ta mitochondrie devient plus efficace à utiliser l'oxygène. Ta vascularisation est meilleure. C'est juste des bonnes choses, comme tu dis, qui peuvent arriver pour un athlète. Comme les athlètes qui ont peur de devenir des skinny fat ou d'être cataboliques parce qu'ils se mettent à faire un peu de cardio, là, ben, c'est exactement la même chose que quelqu'un qui pense qu'il va ressembler à Arnold Schwarzenegger s'il commence à lift. Mais non, exact. Parce que tu liftes un petit peu que tu vas commencer à... Tes muscles vont te popper partout, même. Tu deviens un fucking monstre. Mais c'est pas parce que tu te mets à courir un peu, faire un peu de bike pour stimuler ton système aérobie de base que tu vas devenir Eliud. Mais non, exact. Ça fonctionne, man. Mais non, puis tu sais, l'autre affaire, c'est juste que souvent, quand on parle, mettons, quelqu'un qui veut devenir plus lean, c'est comme move more, eat less. À mon avis, si on parle d'athlète, puis tu veux devenir plus lean, c'est move more, eat more. C'est con, mais c'est la façon de faire parce que, tu sais, l'autre avantage que moi, ça me donne, c'est en bougeant plus, en ayant plus d'activité aérobie, puis ce qu'on voit avec bien des athlètes qu'on coach qui viennent l'augmenter, qui sont plus actifs, c'est qu'on est capable de les feeder vraiment plus. Fait que, number one, c'est vraiment plus facile d'être constant quand tu peux manger plus puis t'as pas toujours faim. Ça rend la constance vraiment plus facile. Puis comme Stan Efferding le dit, compliance is the science. Fait que si tu es capable de manger plus, de pas avoir toujours faim, tu vas être capable d'être vraiment plus constant avec ta nutrition. Puis number two, si on est capable de te donner plus d'aliments de bonne qualité pour te feed up, ben tu vas avoir bien plus de micronutriments puis tout ça qui vont t'aider dans ta santé en général, dans ta récupération, dans ta production d'énergie. Tu vas avoir plus d'antioxydants, tu vas avoir plus de vitamines, de minéraux, de tout ça. Puis ça, man, c'est un game changer, là. Comme, fais ça avec ta diète versus limite-toi à 2200 calories de poulet blanc, puis de poisson blanc, puis de blanc d'œuf, puis de riz blanc, là. C'est comme, on parle pas de la même impact sur ta santé et tes performances, là. Écoute, on a dévié un peu. Je reviens sur notre balance work recovery. Okay? Parce que la clé est là. La clé numéro 1, c'est de comprendre que tu veux balancer les deux côtés de la balance. Pour réussir à récupérer correctement, faire tes gains et progresser. Okay? Donc ça, je pense que c'est clair. Okay? Et je pense que c'est clair aussi que tu veux pas juste overloader les deux côtés de la balance à fond. Parce qu'à un moment donné, il y a une limite. Là. Si on veut, ta balance va péter. Puis c'est pas parce que tu t'entraînes 20 heures par semaine qu'il faut que tu fasses 20 heures d'active recovery. Ça ne marchera pas comme ça. Non. Okay? Maintenant, on va commencer par aller voir qu'est-ce qui joue dans le côté work en tant que tel. Okay, du côté de la balance, puis on fera recovery après. Du côté work, je pense que c'est clair. Numéro 1, ben, c'est ton training load. Okay? Pour un athlète, ça va être son training load. Chaque entraînement vient se stack up en termes de stresseur qui vient pousser de ce côté-là de la balance. L'autre chose dont on parle pas suffisamment, c'est probablement la charge émotionnelle que tu vis dans ton quotidien. Le stress, l'anxiété, tes patterns de... Est-ce que tu es quelqu'un qui est anxieux ou tu es plus quelqu'un qui est lay back, qui est chill?
Ça, c'est énorme. Ouais, vraiment. Tu sais, puis je pense que c'est la partie la plus underrated. Tu sais, on dit que le training est le plus gros aspect, puis il y a des fois où je me questionne à savoir qu'est-ce qui a le plus gros impact entre ça, tu sais, le training, ou réellement comme la façon de vivre tes stress dans ta vie. Parce que ce qui arrive, c'est que ton training, là, pour la majorité des gars, ça se résume à 1h30, 2 heures par jour, 6 fois par semaine. Fait qu'on va parler jusqu'à comme 10 à 12 heures par semaine. Si le 23 autres heures de ta vie, t'es stressé parce que t'aimes pas ton coloc, parce que ça va pas bien avec ta blonde, parce que t'as une job que t'haïs, parce que t'as des mauvaises notes à l'école parce que tu te pognes le bang puis comme ça va pas bien, c'est un énorme stress qui vient s'accumuler. Puis ça, c'est la chose qui va avoir le plus gros impact. Ça, c'est une autre chose que je savais pas nécessairement ou pas assez quand on jouait. Ça a un méga, méga, méga impact sur ton recovery parce que t'as pas l'impression que c'est du work, mais ça vient ajouter des stress du même côté de la balance que ton entraînement puis les autres stress. Puis ça, c'est la chose à manage. Manage ton work volume, c'est une chose, puis ça se fait, mais manage ça, tu as vraiment du contrôle là-dessus aussi. T'sais, couper tes relations toxiques, être plus sharp, laisser la job que t'aimes pas, trouver une job que t'aimes, être plus sharp dans tes assignements à l'école, dans tes assignations à l'école pour t'assurer que ça, ce soit pas un stress supplémentaire et ainsi de suite. Ça va changer ta vie, tes performances, ton recovery. Là. Puis, on parle souvent aussi des tools pour le stress management, méditation, non-sleep deep rest, journaling, etc. Et on va probablement en parler là, tantôt quand on va parler de recovery. Mais le numéro un, c'est arrête d'essayer des outils pour compenser ton mauvais lifestyle ou le fait que tu es une personne peut-être plus anxieuse, plus stressed out. Adresse à la source ça avant de penser à des outils d'une certaine 100%. façon. Parce que même si tu es une personne qui est anxieuse, mettons, OK, qui fait de l'anxiété de performance, puis qui stresse à chaque fois qu'il y a une pratique ou à chaque fois que tu as un training, puis il faut que ce soit ton meilleur training à chaque fois que tu as un training, sinon tu as l'impression de ne pas progresser. Ça devient essoufflant, ça devient stressant, ça vient s'ajouter du côté de work, stress, de la balance, puis adresse-le à la source. À force de toujours parler de tools, de suppléments ou de active recovery ou de méthode d'active recovery, on perd de vue l'essentiel. On perd de vue l'approche globale. Et à chaque fois que quelqu'un vient me voir et me demande hey, c'est quoi le meilleur outil pour ça, le meilleur outil pour ça, le meilleur outil pour ça, je suis comme OK, mais à la base, tu fais quoi? Comment tu gères des journées? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime la vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui enjoy la vie? Est-ce que tu passes du temps avec les gens que tu aimes? Est-ce que tu passes du temps avec tes amis, ta famille? Je veux dire, la personne va m'arriver et va me dire ah non, man, moi je suis Du grind. un gym nerd, man, je suis sur le grind, man, je vois personne, je me couche à 9h, je me lève à 4h du matin puis je fais 5 trainings par jour. Oh, relax, bro. Je veux dire, Calm adresse down, ton bro. lifestyle, man. Adresse ton lifestyle, puis la façon de voir les choses avant de trouver des outils, man. Le problème, c'est pas que tu fais pas assez d'active recovery. Le problème, man, c'est que tu vois la vie d'une façon qui est plate. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Puis j'ai été coupable de ça aussi. Hein. C'est ouais, tough. 100%. Hein. Puis 100% que j'ai été dans cette zone-là, man. Puis c'est déprimant. Hein. C'est tough mentalement. Ouais. Puis il faut que tu te rends compte que cette petite boîte noire-là que tu te fais, c'est juste toi qui mets tes œillets, puis c'est juste toi qui te construis cette boîte-là, puis tu décides de rester là-dedans parce que à quelque part, tu as un construit imaginaire qui dit que faut que tu en fasses plus que les autres pour performer mieux que les autres. La Flash News, c'est pas ceux qui outwork tout le monde qui vont performer le mieux sur le field. Mais non. C'est plate, mais c'est pas I comme ça que ça wish. fonctionne. I wish. Mais tu sais, la réalité, fait que c'est ça. T'sais, si tu veux améliorer ton recovery, je pense que la première étape, puis il y a d'autres étapes qu'on va parler bientôt, mais la première étape, c'est d'enlever ou de diminuer ce que tu vas mettre du côté work, du côté stress. Tu sais, juste là, tu vas chercher un ballon positif de ton côté là, d'un point de vue récupération. Fait que je pense que c'est vraiment la première étape. Puis là, on a parlé de training, on a parlé de vie, de relations. On pourrait parler de nutrition, où est-ce que le junk food, c'est un stress pour ton corps. On pourrait parler que du mauvais sommeil, des mauvaises habitudes de sommeil, c'est un stress sur ton corps. L'alcool serait un stress sur ton corps, la drogue serait un stress sur ton corps. Tu sais, puis il y a un paquet d'affaires qui rentrent de ce côté-là. Puis la meilleure façon, c'est pas de balancer ça avec un paquet de suppléments, puis ci, puis ça. C'est d'enlever des stress, tu vas aller chercher une balance qui est positive. Yeah. Tu sais, ceci étant dit, tu peux travailler sur toi, travailler sur la façon dont tu vois les choses. Ça n'empêche que
ce qu'on vient de dire, là, les méthodes de non-sleep, deep rest, de méditation, etc., souvent retirer des bénéfices pareils. Là. Mais oui. J'ai rant un peu, là. J'ai rant un peu, mais c'est des outils qui sont efficaces pour tout le monde quand même. So, je pense que c'est pertinent de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi, qu'est-ce qui te relaxe le mieux, puis les intégrer à ta routine. Mm-hmm. On switch vers le côté recovery. Yeah, fait que le côté recovery de la balance, réellement, là, à la base, si on avait à construire une balance du recovery, toi, Bam, tu mettrais quoi dans le bas de la pyramide? Ce serait quoi là, la fondation de notre pyramide du recovery? Je pense que ce serait de relaxer, man, de stimuler le système nerveux parasympathique, d'être capable de switch vers un mode eat, sleep and rest rapidement après avoir fait un training, par exemple. Et Ça, d'être c'est capable de clutch. lay back. Ouais. Ça serait la base. Parce que, mettons, tu fais tout le reste correctement on top, puis on va en parler après, mais peut-être tu manges bien, tu dors bien, tu fais ci, tu fais ça. Si tu es stressed out all the time, tu n'es pas capable de relaxer après un training, ça va être vraiment tough. Ben oui. À la base, c'est la relaxation. Exact, parce que tu sais, du moment que tu restes toujours dans ce mode-là, go, 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 tes hormones du stress restent super élevées, right? Cortisol est super élevé, l'adrénaline est super élevée, noradrénaline est super élevée. Ça, c'est un état qui est super catabolique, right? Fait que pendant l'entraînement, c'est nécessaire si tu veux performer. Tu veux que ça soit comme élevé, right? Parce que ça va stimuler tes performances. Mais dès que tu es sorti du gym, là, tu n'as plus besoin de ça. Tu vas être en mode anabolique, tu le dis, rest and digest, ou c'est vraiment ce que tu veux. Puis on en parle de plus en plus à toutes les fois où on parle des 4 R. Tu sais, le 4e R qui est le plus underrated, c'est relax, ou rest, ou relax, ou peu importe comment tu veux l'appeler. Mais ça, c'est le game changer. Puis c'est pour ça que les athlètes qu'on coach maintenant, on leur propose de, tu sais, faut que tu fasses un cool-down, là, puis j'en suis coupable, je le fais pas toujours, mais faire un cool-down, c'est clé. Un exercice de respiration, style physiological sigh, après l'entraînement, tu sais, ça se fait comme ça. À la limite, tu pourrais le faire dans l'auto en te retournant chez vous, puis comme, ça peut vraiment t'aider à, c'est pas le best, là. Honnêtement, t'es mieux de le faire comme, peut-être vraiment, comme, tranquille. Mais il y a plein de façons de le faire pour rentrer dans ce mode recovery-là, puis rester dans un mode chill, puis relax toute la journée ensuite. Yeah, ça peut être quelque chose d'aussi simple que je me souviens quand on s'entraînait à Laval, man. Après les courses, le vendredi matin, par exemple, tôt, on se réunissait dans le locker, on prenait notre douche relax, on prenait notre shake, on restait assis, puis on chillait dans le locker room pendant une demi-heure, 1 heure, man. Ça, c'est... T'es avec tes teammates, man, t'es avec tes boys, tu relaxes. C'est une belle façon de le faire, man. Une belle façon 100%. de le faire. 100%. Je pense que next serait le sommeil. Ouais, moi j'hésitais honnêtement à la base entre mettre sommeil puis stress. J'ai fait une présentation justement hier, puis j'ai mis les deux ensemble dans le bas juste parce que j'avais de la difficulté à comme mettre un au-dessus de l'autre. Mais le sommeil, c'est sûr que c'est comme c'est right there là. C'est juste que je pense que si t'es anxieux puis stressed out, ton sommeil va être pas bien. So, ouais, c'est vrai. Je pense qu'il faut que tu adresses ça avant. Ouais, c'est vrai. Avant. Ben, je veux dire, ça va ensemble, là, sans aucun doute, mais je pense que si on fait une pyramide, le fait d'être capable de relaxer et d'avoir un point de vue positif sur la vie va venir à la base, puis ensuite ton sommeil va venir. Parce que je veux dire, on parle de sommeil, quand on parle de sommeil, on parle de quantité, mais on parle aussi de qualité. So, un 8 heures de sommeil de bonne qualité à des heures constantes, soutenu avec des bonnes routines, ou est-ce que tu t'endors rapidement, versus un 10 heures de sommeil, mais qui est all over the place, que des fois tu te couches à 1 heure du matin, des fois tu te couches à 9 heures, aura vraiment pas le même effet. Okay? Puis moi, je préfère que mon athlète ait un 8 heures de bonne qualité, solide, des heures stables, des routines solides, il relaxe avant d'aller se coucher, qu'un 10 heures, mais de mauvaise qualité. Ouais, 100%. Je pense que la qualité est probablement aussi, si pas plus importante que la quantité, mais ce qui arrive, c'est que la qualité est plus difficile à travailler, si on veut. Parce que ça demande plus de constance, ça demande les habits tu parlais de routine du matin, de routine du soir, puis d'aller chercher cette qualité-là est vraiment importante. Souvent, en termes de sommeil, nous, ce qu'on va parler aux athlètes, c'est de builder un sleep bank puis de se donner un défi de sleep à travers la semaine, mais qu'on puisse aller le chercher de la façon la mieux répartie à travers la semaine. Souvent, ce que je dis aux gars, c'est que le gold standard pour les athlètes MVP, c'est d'aller chercher 63 heures par semaine. C'est comme notre gold standard, souvent ce qu'on va dire.
63 heures par semaine, c'est tough. C'est en moyenne 9 heures par nuit. Puis si t'es pas capable d'aller chercher 9 heures par nuit, t'es-tu capable d'aller chercher des naps à travers la semaine qui vont t'aider à builder ton sleep bank pour te rendre là? Il y en a pour qui sont pas là pas en tout en ce moment, puis c'est correct, mais c'est qu'est-ce que tu peux faire pour te rapprocher de ce standard-là? Puis après, il y a des gars comme Michael Cornish qui dorment 9h30 en toutes les nuits. Tu sais, ça, c'est juste des malades. Go, man. Mais Je me souviens, priorise ça à fond. Je me souviens, dernier off-season à l'Université Laval, c'est off-season que j'ai décidé de mettre le paquet. Je me suis dit, je sors toute la sauce. So, je travaillais pas durant cette off-season-là, durant l'été, pour vraiment focus sur le training. Puis je dormais 10 heures par nuit. Ça avait pas de bon sens comment je me sentais bien sur le field, comment j'avais de l'énergie, du focus, man. Comment je me sentais vite, agile, fort. Man, je fly around, man. Je me sentais comme fucking Superman. Mais Ben oui, yo, c'est je te ça. jure, si t'as la chance de dormir 10 heures par nuit, fais-le, man. J'aimerais ça être capable de faire ça encore, là. C'est pas facile 10 heures par nuit. Je t'avais-tu Non, déjà là. parlé de justement notre dernière année? Notre dernière année, il y a Marco qui se préparait pour un combine. Marco Dubois qui se préparait Non. pour son CFL combine, puis il avait engagé un coach dial in sa nutrition, puis son sommeil, puis tout ça, puis le training, il le faisait avec Guillaume. Puis Marco était sur un dernier grind. Il manquait pas un repas, il était 100% sharp avec sa nutrition, puis son sommeil, justement, il dormait 10 heures par nuit. Il se couchait à 10 heures le soir, il se levait à 8 à tous les matins. Il n'y avait pas de cours, il se préparait pour son combine. Puis il savait que je tripais là-dessus déjà, Marco. Fait que, on en parlait souvent. Puis je me suis dit, il y a une fois, ça m'a marqué, puis j'en ai parlé souvent de ça. Là. Mais Marco, il rentre dans le locker room, puis il est comme Yo Varemon. Il dit, c'est malade. Il dit, dormir 10 heures par nuit. Et il dit, je te jure, c'est comme être stéroïde. Il dit, c'est fou. Il dit, c'est un PED là, de dormir 10 heures par nuit. Il dit, t'as aucune idée. Là. Il dit, c'est comme être sur le stock. Il dit, c'est malade comment je me sens, comment je performe. Puis tu regardes les numbers puis la progression que Marco a eue par sa préparation quand même, c'est incroyable. Là. Je veux dire, c'est incroyable. Là. Autant sur vraiment, son man. bench Vraiment. que son speed, que tout ça, il a show out. Mais moi, je pense que dial-in sa nutrition, ça l'a vraiment aidé. Je pense que dial-in son training, ça l'a vraiment aidé. Mais je pense que le gros game changer que Marco a eu sur toutes les autres, c'est qu'il y a probablement pas 1% des gars qui se sont présentés au combine qui dormaient constamment 10 heures par nuit. Non, man. Puis le sommeil, on en parle tout le temps, man. Mais la raison pour laquelle c'est dur de travailler là-dessus, c'est parce que, c'est gratuit. Fait que t'as pas l'impression d'acheter ou d'être actif dans ta récupération, par exemple. 2, c'est fucking plate. Dans le sens de dire, je vais me coucher plus tôt. Je vais toujours me lever à la même heure, même le week-end. Je vais commencer ma journée toujours de la même façon. Le soir, je prendrai pas mon phone. C'est toutes des choses qui sont pas stimulantes, ok? Puis c'est pour ça que c'est difficile, mais man, c'est tellement efficace, là. Point de vue récupération, énergie, focus, man. On le voit, ça a été démontré à maintes et maintes reprises dans la littérature scientifique. Les athlètes qui dorment plus font plus de gains, que ce soit en vitesse, que ce soit en force, que ce soit en hypertrophie. Les gens qui dorment plus sont capables de recomp mieux que ceux qui dorment moins. Ça veut dire qu'ils prennent plus de masse musculaire, ils perdent plus de fat quand ils sont sur la même diète ou le même Tout est training. pareil, sauf ça. Tout est pareil sauf ça. Supérieur, man. Sur toute la vie. Sur toute la vie. Ben oui, c'est un tu peu te comme... blesses moins, tu développes mieux tes skills, Yeah. c'est d'attraper une balle, c'est de lancer une balle, c'est peu importe, tes skills se développent mieux. Comme il y a absolument rien que je connais dans la vie qui est pas mieux si tu dors plus et mieux. En fait, on parle de risque de blessure. Du moment que tu dors en bas de 8 heures par nuit, ton risque de blessure augmente drastiquement. Drastiquement. Tu dors 6 heures par nuit, ton risque de blessure est through the roof. C'est le facteur numéro 1 que tu peux influencer qui va minimiser ton risque de blessure. Parce que peut-être que tu es un peu plus fort, tu es plus réactif, tu es plus focus aussi. Fait que tu as moins de chances de faire un faux mouvement ou de prendre une mauvaise collision. C'est fou, hein. C'est clair. C'est clair dans la littérature, c'est noir sur blanc. Il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on recommande, qui sont des fois pas toujours claires noir sur blanc dans la littérature. Des fois, on se base sur notre expérience, on se base sur qu'est-ce qui fonctionne sur le terrain. Mais au point de vue du sommeil, man, c'est partout. C'est partout. Puis il y a un consensus autant chez les coachs qui coachent les athlètes, autant chez les scientifiques qui l'étudient dans les laboratoires. C'est comme... C'est gratuit unanime. en plus. Pourquoi t'en tires pas avantage? Je comprends c'est un luxe, d'une certaine façon, de dormir 10 heures par nuit.
Mais si tu es rendu à un point dans ta vie que tu priorises ça à fond, man, tu es un athlète pro, tu te prépares pour aller au combine, je te jure que moi, si je suis dans cette situation-là, je dors 10 heures par nuit, c'est sûr. C'est sûr, sûr, sûr. C'est le ciment qui tient les briques de ton training ensemble. Je veux dire, tu peux t'entraîner autant que tu veux, tu vas stacker des briques, des briques, des briques, des briques. S'il n'y a pas de ciment, il n'y a rien qui colle, puis ça va juste tomber, puis tu vas recommencer. Tu vas stacker, 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 puis ça va retomber, ça va retomber, ça va retomber. Dehors comme du monde, relax, ton ciment va être solide, tu vas pouvoir stacker puis builder quelque chose de fort. I love it. Alright, si on poursuit, fait qu'après la gestion du stress puis le sommeil, c'est quoi les autres recovery tools qu'on peut mettre en place réellement? Au-dessus de ça, sur la pyramide, il y aurait potentiellement la nutrition. Fait que t'assurer de consommer assez de protéines, ce serait number one. Consommer assez de fats, un minimum de fats pour avoir un bon équilibre hormonal, manager l'inflammation comme il faut pour t'aider dans ce processus-là de début de récupération, consommer des carbs pour refuel, on parlait des 4 R, right? Fait que les protéines vont te permettre de rebuild, les carbs vont te permettre de refuel. La nutrition... L'eau et les électrolytes vont te permettre de rehydrate. Vraiment, vraiment, vraiment important. Fait que, si on parle des 4 R, fait que là, on les aurait. Là. Fait qu'on avait rest puis recover au début. Rest or relax, là, peu importe comment tu veux le dire. Puis, d'un point de vue nutrition, c'est là que ça se base. Le fameux 1 gramme de protéines par livre, c'est un minimum. Surtout si on parle d'athlète, je pense que c'est un minimum. Si on parle de performance et ainsi de suite, je pense que c'est un minimum d'un point de vue performance, d'un point de vue récupération, puis tout ça. Puis, dans notre pratique, on voit vraiment des beaux résultats avec plus que ça, right? Fait comme après, c'est à l'athlète de choisir, mais je pense que la priorité, on en a parlé dans d'autres épisodes, c'est de mettre l'emphase sur des aliments de qualité, d'éviter ou de limiter les aliments qui vont être hyper transformés, augmenter tes protéines, augmenter la micronutrition que tu vas avoir à partir des fruits, des légumes, et ainsi de suite. Puis honnêtement, juste là, tu es en business. Là. Yeah. Puis peut-être que par la suite, là, on est rendu assez haut là, dans la pyramide. Puis aujourd'hui, on parle de active recovery puis de recovery tools. Mais juste ça, c'est les basics. Tu fais pas ça, tu pars avec une coupe de strike. So, peut-être qu'ensuite, on top de ça, si tu t'assures que tout ça est solide, là il y a peut-être les méthodes actives. Là, on est dans le active recovery. Là, on est dans, OK, est-ce que je peux dédier du temps dans mon schedule pour favoriser ma récupération nerveuse ou musculaire? Puis là, on a parlé beaucoup de récupération nerveuse avec la relaxation, le système nerveux parasympathique. Au niveau musculaire, ce qui va vraiment aider, c'est de increase ton blood flow sans amener un stress supplémentaire. Donc, surtout sans avoir d'impact. L'activité aérobie, par exemple. Sans avoir d'impact. Marcher. Ouais. Yeah. Vélo. Marcher. Ouais. Rameur à basse intensité. Ouais. Si on switch vers les tools en tant que tels qui fonctionnent le mieux, ça va être ceux-là, eux qu'on vient de nommer. Top, tu as 20 minutes. Tour numéro 1 que je recommande à tous les athlètes que je coach, c'est un 20 minutes de low intensity, d'activité aérobie à basse intensité et low impact aussi. So, tout ce qu'on vient de nommer. Puis quand on parle de low intensity, bam, juste rapidement pour donner quelque chose de concret, tu sais, mettons un 20 minutes de low intensity, veut dire tu t'installes sur un vélo stationnaire, tu sors ton vélo, tu vas dehors encore mieux, tu respires, mais comme c'est une intensité à laquelle tu es capable d'avoir quand même une conversation. Là. Mettons, tu veux pas être out of breath. Yeah. Ou puis, Exact. Tu vas avoir chaud, OK? Tu vas avoir chaud. Tu veux pas nécessairement suer à grosses gouttes. Tu vas avoir chaud pour activer ta circulation sanguine. Tu vas être capable de parler, d'avoir une conversation solide. OK. So, numéro 2 dans les tools, je pense que la sieste serait mon tools numéro 2. Tu as 20 minutes de dire, prends une sieste, man. Ça va t'amener un repos profond, ça va rajouter un petit peu de sleep à ta semaine. 20 minutes, tu fais un power nap, et que tu t'endormes ou que tu t'endormes pas, c'est pas grave, ça va être efficace pareil parce que tu vas être dans un état de relaxation profonde qui va supporter ta récupération. Ouais, puis quelqu'un qui... ça, c'est une chose, fait que nous autres, ce qu'on dit, c'est que du moment que tu te couches, tu mets un timer de 20 minutes, puis quand ça sonne, tu te lèves, là. C'est pas comme, ah non, autre, je me suis pas endormi, ou ça a été long avant que je m'endorme, fait que je rajoute 10 minutes. C'est vraiment pas comme ça que tu veux le faire. Idéalement, t'es levé de ta sieste avant 3 heures l'après-midi
pour te permettre de rebuilder assez de sleep pressure pour bien t'endormir le soir et avoir une belle qualité de sommeil. Ça, c'est vraiment important. Fait que ta sieste, souvent, on a beaucoup de monde qui sont portés à faire une sieste autour de 4-5 heures quand ils finissent la journée de travail ou d'école ou peu importe avant d'aller. Ça, à mon avis, c'est trop tard pour en retirer un maximum de bénéfices. Puis si t'es quelqu'un qui... tu sais, à chaque fois, t'arrives à faire une sieste, mais là, t'arrêtes pas de penser. Là, moi, ça m'arrive souvent. Il y a des fois où je veux faire une sieste, puis c'est comme mon cerveau arrête pas. Mais de mettre une méditation guidée ou un NSDR qui amène mon esprit ailleurs, moi, va m'aider à me détendre plus qu'essayer de me coucher puis me dire « Fuck, je m'endors pas, j'arrête pas de penser. Fuck, il me reste combien de temps? » Puis là, t'essaies de deviner combien de temps il te reste. Pour moi, les fois que ça arrive, c'est pas relaxant. Fait que là, ce que je fais, moi, c'est que je vais sur... il y a des fois, je fais juste 10 minutes. Honnêtement, tu vas sur YouTube, là, moi, j'écris NSDR 10 minutes ou NSDR 20 minutes. Je clique sur le premier ou le deuxième lien, puis je fais ça. Je m'endors pas. Des fois, je m'endors, puis tant mieux, mais je fais juste écouter ce qu'ils se disent. S'ils me disent de focusser sur un endroit dans mon corps, sur ma respiration, c'est ce que je fais. Puis honnêtement, ça fait vraiment du bien. Là. Ça fait vraiment du bien. Pour ceux qui écoutent, NSDR veut dire Non-Sleep Deep Rest. Puis si tu tapes sur YouTube, tu vas avoir des gens qui vont te guider au travers des protocoles X de méditation, si on peut l'appeler comme ça. Ils vont juste t'amener à relaxer de façon profonde. Exact. Ça se peut que tu vois une Yoga Nidra. Ça se peut que tu vois Yoga Nidra, c'est à peu près la même chose. Pas tout à fait, mais à peu près la même chose. Les bénéfices sont très similaires. Et tu sais, t'amènes un bon point. Si t'arrives, tu te couches, puis tu commences à stress out parce que tu te dis, OK, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, faut que je me lève, OK, j'ai 15 minutes pile finalement, puis boum, ça te stresse plus, ben ça vient Lève-toi puis va le faire. Du côté stress. Lève-toi, fais autre chose, là. Mais si on dit que ton activité aérobie doit pas ajouter de stress physique, ben ton active recovery de relaxation, ben il faut pas que ça t'apporte de stress non plus. Faut que ça te permette de relaxer. Exactement. Par la suite, il y aurait les autres modalités qui vont increase ton blood flow, puis qui vont t'activer sans créer de stress, sont peut-être stretching, mobilité active. Fait que, par exemple, une séquence de yoga, marcher, c'est toutes des choses qui fonctionnent super bien. Super bien. Ouais, c'est niaiseux, juste une marche, c'est clutch. Juste une marche, c'est clutch, man. C'est très clutch, man. Ça te fait bouger, ça active ton blood flow, zéro stress là, il y a zéro impact là. Puis ça va augmenter ce qu'on appelle le nutrient partitioning. Fait que, exemple, tu vas prendre une marche, mais ça va aider ton corps à amener les nutriments vers tes muscles, puis où est-ce que tu vas en avoir de besoin. Fait que c'est niaiseux, mais c'est intéressant. Surtout après un repas. Ça va aider avec ta digestion et ainsi de suite. Là, les fameux 10-minute walks, ces affaires-là, ça peut vraiment aider aussi. Puis l'autre chose qu'on n'a pas parlé qui peut augmenter ton blood flow en termes de active recovery, c'est les bains contrastes. Ouais, c'est là que je me disais aussi. Bain contraste, douche chaude, je pense que ça peut bien fonctionner. Ce que j'aime moins du bain contraste, c'est que la minute que tu es dans l'eau chaude, t'es bien, tu chill, tu relaxes. La minute que tu es dans l'eau froide, même tu stresses, man. Moi, perso, le cold exposure, ça me fait pas, man. Ça me fait chier, man. Je suis pas bien. Je suis pas capable de pas capable de tough it out. So, pour moi, au lieu de prendre un bain contraste, je prendrais juste un bain chaud, man. Ouais. Ou je prendrais une douche chaude à la place. So, ça pourrait fonctionner aussi parce que ça va increase ton blood flow. Mais c'est moins efficace. Plus on avance dans la conversation, moins les outils sont efficaces ou moins à prioriser, peut-être. Exact. Peut-être que toi, dans ta routine, c'est ça qui fit. L'outil qui va être le plus efficace pour toi, c'est l'outil qui fit le mieux dans ta routine. Puis que tu apprécies. Selon ta personne. Et que tu apprécies. Marc n'est pas capable de faire une sieste parce qu'il pense à trop d'affaires. Moi, perso, là, je m'allonge, puis ça me prend 15 secondes d'écart, puis je m'endors. L'autre jour, je me suis endormi chez vous, Marc. On rejoignait pour un souper. Je me suis allongé, 2 minutes, je me suis endormi. D'un coup, j'ai pris un power nap avant qu'on aille souper. Mais t'étais de meilleure humeur après. Fait que we're good. Mais j'étais de meilleure humeur, man. Fait que tout le monde était content. Avant, je disais pas un mot, man. J'avais des mini yeux. Exact. Je suis endormi. Fait que, y a-t-il autre chose? Sinon, après ça, qui va aider? On a parlé, on a déjà parlé du massage gun, on a parlé d'automassage, on a parlé de massage. Y a-tu autre chose? Mais on pourrait parler rapidement du cold bath. Le cold bath va aider le recovery, un bain de glace, quelque chose comme ça? Il y a probablement d'autres outils qui fonctionnent, qu'on n'a pas parlé. Puis, je veux dire, la clé, c'est de jouer sur les leviers qu'on a parlé. Et le fameux cold bath. Le cold exposure. OK. On va commencer par parler de la douche froide. On va parler d'un plunge.
on va parler du bain de glace. Okay? Puis on va les différencier. Ton bain de glace, c'est fucking froid. Tu restes là une couple de minutes. OK? Longtemps. Une douche froide, c'est froid, mais c'est vraiment moins froid qu'un bain de glace. OK? Puis c'est une température que tu vas être capable de tolérer. OK? Fait que tu restes peut-être quelques minutes sous ta douche froide, mais c'est pas aussi froid. Ton plunge va être aussi froid qu'un ice bath. Mais tu rentres puis tu sors. Fait que le temps d'exposition est complètement différent. L'intensité du froid et l'exposition prolongée va créer un stress, OK? Et ça va peut-être aussi diminuer ton inflammation sur le coup. Ça va aussi créer un effet de vasoconstriction. Ça va créer même un effet mécanique au niveau de ton système veineux qui va aider à stopper l'inflammation. Là, tu te dis, hey, ça stoppe l'inflammation. Fait que ça peut être good pour ma récupération sur un training. Non, même. Parce que ton inflammation est importante à ta récupération. Ce que tu veux, c'est la manage pour être capable qu'il ne soit pas trop intense, que ton corps n'est pas capable de overcome ce processus inflammatoire-là. Mais ce processus inflammatoire-là est ce qui te permet de guérir ou de réparer tes fibres musculaires suite à un training. Un bain de glace, ça coupe l'inflammation, ça coupe ta récupération, et en plus de ça, ça crée un stress. Fait qu'on a assez parlé de stress aujourd'hui pour que le monde nous écoute jusqu'à présent, comprenne que c'est pas ce que tu veux. La douche froide, maintenant, peut être un outil vraiment intéressant, mais pas nécessairement pour le recovery, selon moi. Ça peut être un bel outil pour starter ta journée ou pour créer un état d'éveil plus grand pour t'aider à donner un kick, te réveiller comme une shot d'espresso si on veut. Parce que le cold exposure va faire en sorte que ton corps va vouloir se réchauffer suite à l'exposition au froid. C'est pas assez intense pour créer un méga stress sur ton corps. Okay? Puis le fait que ton corps veuille se réchauffer, ben, ça va t'activer. Parce que lorsque ton core body temperature augmente et est un peu plus chaud, ça va t'amener dans un état d'activation, un état d'éveil plus grand. Et à l'inverse, quand tu veux relaxer, tu veux diminuer ton core body temperature. Donc à ce moment-là, ton bain chaud, ta douche chaude, va être efficace à diminuer ta température corporelle parce que ton corps va vouloir se refroidir suite à l'exposition au chaud. Mais overall, si on parle de récupération, bain de glace, faites pas ça, man. Il y a 1000 affaires à faire de plus efficaces, puis peut-être que ça a été popularisé, man, à cause de la culture, whatever, puis c'est manly parce que tu vas dans l'eau, puis c'est froid, puis tu tough it out, puis t'es tough parce que tu vas dans un bain de glace. Mais si tu veux récupérer, man, c'est pas ça que tu veux, man. Non, c'est pas ça que tu veux. C'est de choisir ce que tu priorises. Parce qu'il peut avoir des bénéfices à le faire, ça. Tu sais, je pense qu'il peut avoir des bénéfices à le faire, ça. Mais c'est de voir pourquoi tu le fais puis c'est quoi les priorités. Tu sais, qu'est-ce que tu vas aller chercher comme risk-reward. Je me souviens cet hiver, cet hiver ou c'est l'an passé, je m'entraînais beaucoup en hypertrophie puis tu m'avais envoyé un reel sur l'impact des cold baths. Parce que là, où est-ce que j'habitais, j'avais accès à ça, j'en prenais tous les matins. Puis j'avais de la difficulté à prendre la masse. Puis là, tu m'avais envoyé ça comme... Est-ce que ça pouvait être un frein pour moi? Avec moi, je le faisais pour comment je me sens, les bienfaits cognitifs et ainsi de suite. Mais vers mes objectifs d'hypertrophie, à ce moment-là, ben, peut-être que c'était pas la meilleure chose que je pouvais faire. Tu sais. À ce moment-là, tu aurais peut-être mieux bénéficié d'un cold plunge ou est-ce que tu aurais rentré puis sorti directement de ton bain de glace? Ou est-ce que là, exactement. Oui, ton corps aurait eu une certaine activation, mais le stress aurait été incomparable. C'est un bain de glace que tu restes 5-10 minutes dedans. Oui, ça peut être un outil intéressant à des moments précis, comme un training camp ou en situation de compétition, où est-ce que ta récupération, tu t'en fous, tu veux juste te sentir mieux pour le lendemain puis performer au max sur une courte durée de temps, là, à short term. Un moment où la performance est plus importante que l'adaptation. Yeah. Okay. Cool. Mais je pense qu'on a fait pas mal le tour de la pyramide, on s'est rendu au top du top. J'aimerais close le loop. J'aimerais close le loop en parlant peut-être de certains suppléments, parce que c'est des questions qui reviennent souvent, les suppléments pour aider le recovery. On va le faire en surface, parce que honnêtement, on pourrait dédier un autre épisode peut-être pendant la saison ou off-season sur les suppléments pour le recovery, puis expliquer comment, pourquoi, combien, et ainsi de suite. Mais rapidement, d'un point de vue supplémentation, je pense que la base qui est à comprendre, c'est ce qui va t'aider, c'est les suppléments qui vont aider à ta santé générale. Parce que ta santé générale va être meilleure, ben, ta récupération va être meilleure.
dans ceux qui peuvent vraiment aider avec la récupération, ok, qui ont des impacts positifs sur les performances, sur le muscle soreness, sur l'inflammation. Number one, tu sais ce que je vais te dire, c'est les fameux oméga 3. Fameux oméga 3. Tu sais, il y a des études récemment, c'est Pratik Patel qui a partagé ça récemment, mais Pratik travaillait avec les Giants, puis il travaillait avec plusieurs équipes de la NFL, puis il partageait justement une étude qui prouvait que une étude avec du côté des fishers, ceux qui en prenaient avaient des meilleurs résultats sur leur progression au bench puis au squat. C'est fou, mais est-ce que c'est parce que ça te rend plus fort? Je pense pas. Est-ce que c'est parce que ça peut avoir des impacts positifs sur ta santé et ta récupération? Je pense que oui. Fait qu'il y aurait l'oméga 3. C'est un anti-inflammatoire puissant, man, tes fishers. Exact. D'aller chercher une bonne balance. Yeah, exact. Puis, c'est la clé avec l'inflammation, si tu veux manage ton inflammation, on l'a dit tantôt, tu veux pas la couper. Tu veux assister ton corps à accélérer les processus d'inflammation, si on veut. Exact. Puis la réguler, puis la contrôler, si on veut. Fait qu'un anti-inflammatoire où la glace va la couper, puis ça, c'est pas l'objectif. Versus que les fish oil ou d'autres trucs qui sont naturels et anti-inflammatoires n'auront pas un effet aussi puissant, mais on veut pas l'effet le plus puissant possible quand on parle d'inflammation. Fait qu'il reste celui-là. Moi, c'est l'autre que j'aime beaucoup puis que j'expérimente plus avec en ce moment, c'est un supplément de magnésium. Perso, je prends Synermag, mais il y en a plein de bons. J'ai augmenté la quantité de magnésium que j'ai pris récemment, puis je pense que c'est une chose parmi tant d'autres, mais qui aide à ma récupération overall, la qualité de mon sommeil, la quantité de REM sleep que tu peux avoir, puis avoir un HRV qui est plus élevé, fait que ton heart rate variability qui est un bel indicateur de recovery qui est plus élevé, fait qu'un supplément de magnésium peut être vraiment intéressant parce que simplement c'est vraiment difficile de nos jours en avoir assez dans ton alimentation. Right? Nos sols sont très très vides et plus bas en minéraux qu'ils étaient avant. Fait que je pense que le magnésium peut avoir des impacts positifs sur la relaxation du système musculaire, du système nerveux et ainsi de suite. Il y a même une forme de magnésium qui existe d'un point de vue qui peut vraiment t'aider pour les gars qui sont stressés puis anxieux. Personnellement, c'est pas ce que je prends, mais il y a des athlètes qu'on coach qui sont plus stressés, anxieux, qu'on les dirige vers un autre supplément, puis ça les aide énormément. Du magnésium L-thréonate. Puis pour ces gars-là, ça peut vraiment les aider parce que c'est le seul magnésium qui va cross, si on veut, le blood-brain barrier qui va se rendre au cerveau. Le magnésium peut être intéressant, la poudre de protéines peut être intéressante, surtout si tu as de la misère à manger assez de protéines. On va le répéter, mais la quantité de protéines que tu manges et d'avoir ton minimum, c'est vraiment, vraiment, vraiment important d'un point de vue récupération. Puis après ça, après l'entraînement, mais c'est pratique, c'est rapide, ça coûte pas cher par portion de protéines. On a l'impression que le pot coûte cher, mais tu regardes la quantité, le prix que ça coûte par 25 grammes de protéines, c'est souvent plus cheap que de la viande ou du poulet. Fait que ça, c'est un supplément qui peut être intéressant. J'aime beaucoup, beaucoup la glycine pour la qualité du sommeil, pour le recovery, puis tout ça aussi qui coûte vraiment pas cher. Fait que c'est pour ça que j'aime en parler de la glycine, c'est qu'il y a vraiment plein de bénéfices, puis ça coûte pas cher, que ce soit sur la récupération ou sur la qualité du sommeil. Good stuff, man. So, je pense que that's a wrap. Let's wrap it up. Merci honnêtement à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à présent. J'espère que vous avez appris des choses, puis j'espère surtout que vous allez pouvoir utiliser des outils où vous allez pouvoir utiliser ou appliquer certaines choses à votre quotidien qui vont vous aider à step up et mieux récupérer votre training. Ou peut-être que vous allez décider de moins vous entraîner pour mieux récupérer votre training. So, good stuff. That's it. Peace! Peace.